Les amis, comment allez-vous après tout ce temps ? Nous espérons que vous allez bien, que vous avez passé un formidable été et que votre rentrée s'est passée dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, en cette période grise où l'on est à la fois heureux de retrouver ses potes et triste de retourner en cours avec les devoirs à faire, nous avons décidé d'enfoncer le clou en vous proposant une édition qui surfe définitivement sur le succès d'Halloween avec comme thème l'horreur. Des frissons, des cauchemars et de la chair de poule, c'est tout ce que nous pouvons vous promettre à la suite de ce podcast. Cependant, si vous aimez avoir peur, les histoires de fantômes ou encore les creepypastas, vous êtes au bon endroit et tous nos chroniqueurs vous ont concocté un programme effrayant. J'avoue avoir moi-même un petit quelque chose, mais je n'en dis pas plus. Et on commence tout de suite avec la présidente de notre BDE, Amandine. Vous en avez l'habitude, mais encore dans ce podcast, nous allons voyager au Japon. Connaissez-vous Ashishaku-sama ou Teke-Teke ? Non ? Pourtant, ce sont des figures horrifiques très connues au pays du soleil levant et sur lesquelles vous pourriez bien tomber si vous vous y rendez. Nous allons donc parler de quelques légendes urbaines japonaises bien connues et que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse dans différents livres comme Histoire de fantômes au Japon, qui est un très beau livre illustré par Benjamin Lacombe, ou encore Esprits et créatures du Japon, du même auteur. Mais ceci n'est qu'un échantillon de tout ce que l'on peut trouver. Commençons tout de suite par la première que j'ai citée, à savoir Ashishaku-sama, qui est une entité maléfique qui enlève les enfants et qui est reconnaissable notamment par ses longs cheveux noirs et sa grande taille. Elle mesure en effet pas moins de 2,44 m de haut. Elle annonce aussi sa venue en émettant un bruit étrange qui ressemblerait à un po, po, po. C'est également une entité dont on ne se débarrasse pas si facilement. Voici une histoire qu'a vécue un jeune garçon et que je me suis permise de réécrire pour l'adapter au podcast. Sa première apparition remonte déjà à quelques années, mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une chaude journée d'août et je jouais au ballon dans le jardin de mes grands-parents. Mon petit chapeau me protégeait le crâne et ma grand-mère me rappelait souvent pour me mettre de la crème solaire. Je m'amusais à lancer mon ballon en l'air, mon but étant de le lancer le plus haut possible. Il retomba alors un peu plus loin dans le jardin, hors du champ de vision de mes grands-parents qui ne s'inquiétaient pas réellement étant donné que nous étions dans un endroit clos où il n'y avait aucun danger. Mais en allant le chercher, j'entendis « po, 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 po ». Et je ne savais pas d'où ça venait, et c'était assez excitant de chercher l'origine du bruit. C'était un peu comme une quête. Mais alors que je me rapprochais peu à peu de celui-ci, je la vis. Cette grande dame aux cheveux noirs. Elle ne semblait pas réelle et elle n'avait rien à faire là. J'étais pétrifiée. Son aura m'avait tétanisée. Alors qu'elle semblait se rapprocher, j'entendis ma grand-mère m'appeler pour me mettre de la crème, ce qui me réveilla instantanément de ma torpeur, et je me mis à courir le plus vite possible, oubliant mon ballon. Les larmes ruisselaient sur mes joues, et alors que j'expliquais tout à mes grands-parents, leur visage devint livide et leur expression grave. C'est alors que, précipitamment, ils se levèrent et m'emmenèrent voir une dame assez âgée aux longs cheveux blancs hirsutes. Elle s'en dit tout de suite que j'étais victime d'un esprit malin et me donna des indications très claires. « Mon petit, je tiens à te le dire, tu n'as que très peu de chances de survivre. Mais tu dois suivre mes indications. Prends ce parchemin qui te protégera d'elle si tu restes enfermé dans ta chambre jusqu'à 7 heures du matin et que tu ne lui ouvres sous aucun prétexte. Alors à partir de ce moment-là, si tu as réussi, elle ne reviendra pas. » La nuit suivante, je ne pus fermer l'œil de la nuit et je serrai aussi fort que je le pouvais le parchemin. Vers 22h, j'entendis alors ce bruit qui me glaça le sang. Po, 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 po. Suivi de la voix de mon grand-père. Ouvre-moi la porte pour que je te raconte ton histoire du soir. Mais je ne devais ouvrir la porte sous aucun prétexte. Alors je ne répondis pas et serrai un peu plus fort le parchemin. Elle resta alors derrière la porte jusqu'à 7h du matin, heure à laquelle son aura a disparu. Je pensais alors qu'elle ne reviendrait plus, mais encore aujourd'hui, des années après, j'aperçois encore sa silhouette, à travers une fenêtre de la voiture ou du salon. Mais je n'ai plus jamais entendu ce bruit terrifiant, à nouveau. Donc voilà. On a ensuite l'histoire de Teke-Teke, qui est à mon avis bien plus horrible. C'est alors l'histoire d'une jeune femme japonaise nommée Kashima Reiko, qui rentrait chez elle de nuit. Malheureusement, elle fut victime d'un groupe d'agresseurs qui la frappa, la viola et la laissa pour morte. Alors qu'elle agonisait, elle essaya de se traîner sur le sol pour supplier de l'aide, mais elle perdit connaissance sur la voie ferrée. Comme vous pouvez le deviner, un train passa au même moment et la coupa en deux. Depuis, selon la légende, l'esprit de cette jeune femme hante les gares à la recherche de ses jambes, et son nom, Teke-Teke, vient du son qu'elle produit lorsqu'elle rampe pour attraper ses proies auxquelles elle arrache les membres inférieurs. J'en profite pour faire un petit point prévention. Faites attention à vous lorsque vous sortez le soir, essayez autant que possible de prendre les grands axes où il y a du monde, à appeler un proche pour faire la route. Généralement, cette technique dissuade les agresseurs,
ou encore à protéger votre verre d'éventuelles substances que certains individus mal intentionnés pourraient y glisser et votre corps des seringues. Mais ceci n'est qu'un échantillon des légendes que nous pouvons trouver dans le folklore japonais, mais vous en doutez bien, je ne peux pas tout aborder ici. Et faites attention à vous, qui sait si Teke Teke ne vous a pas pris pour cible. Merci Amandine pour cette sublime chronique. Mais passons tout de suite à quelque chose de plus joyeux avec Léa qui va nous parler de sorcières. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. En ces temps d'Halloween, quoi de mieux que d'évoquer magie et sortilège via une sélection de romans et bien encore sur les sorcières. Tout d'abord, tournons notre regard vers l'une des plus anciennes sorcières. La mythologie grecque ne compte dans ses rangs que 2 sorcières, Circé et Médée. Si elles possèdent des pouvoirs magiques quelque peu redoutables, leur apparence n'a toutefois rien d'effrayant. Elles sont jeunes et ravissantes. Madeleine Miller a jeté son dévolu sur la première des 2, Circé, pour nous faire partager sa vie. Ce bout de chemin nous projette dans un monde où le fantastique et le réel sont intimement liés. Circé a été bannie et condamnée à l'exil sur l'île. Telle fut la sentence de son père Hélios, dieu du soleil, après que celle-ci eut fait absorber à la nymphe Scylla, sa rivale de cœur, un filtre qui la transforma en monstre hideux, à 6 têtes et tentacules. L'exil de Circé sur son île sera toutefois adouci par quelques visiteurs, au rang desquels Hermès, Jason, mais surtout le héros de l'Odyssée dans son périple de retour vers sa chère Pénélope, qui s'autorisera quelques mois de repos auprès de Circé. L'ouvrage déjà riche en péripéties que l'on imagine dans la fantasmagorie mythologique connaît un sursaut digne d'une tragédie classique dans lequel le devoir s'oppose à l'amour. Omnie au Moyen-Âge, la sorcière est aujourd'hui une icône féministe et incarne pouvoir et indépendance. Entre ces 2 représentations opposées, la figure de la sorcière peuple les œuvres d'art et les cultures du monde entier depuis des millénaires. Coordonnée par Alix Paré, conférencière diplômée de l'École du Louvre, sorcière, de Circé aux sorcières de Salem, nous propose de redécouvrir ces mythes à travers 40 œuvres d'art. Coordonnée par Alix Paré, conférencière diplômée de l'École du Louvre, sorcière de Circé aux sorcières de Salem, nous propose de redécouvrir ce mythe à travers 40 œuvres d'art, contextualisées et expliquées. Après avoir consacré un point à la représentation de la sorcière à travers les siècles, à travers les symboles et les animaux auxquels elle est associée, ce livre d'histoire nous plonge dans l'histoire de l'art à travers cette figure féminine. J'avoue que je connaissais peu d'œuvres parmi les dites incontournables, mais elles ont été une découverte toute comme celle plus inattendue représentée dans une dernière partie avec la même approche ludique. Vous commencez à me connaître, chères auditrices et auditeurs. Je ne pouvais donc pas ne pas évoquer Serpent and Dove de Shelby Mahurin. Amoureuse de la fantaisie, j'ai été complètement happée par l'histoire de Louise Leblanc, alias Lou. Cette sorcière a fui son couvent et sa mère pour échapper à un sort peu enviable. Depuis, les larcins en tout genre lui permettent de vivre une vie, peut-être dangereuse, mais aussi pleine d'aventures. Éprise de liberté, Lou doit concilier sa soif de vivre, son exubérance et son besoin vital de rester cachée aux yeux des siens. Pour ce faire, elle pourra heureusement compter sur l'amitié indéfectible de Coco, une sorcière faisant appel à la magie du sang. Malheureusement pour Lou, un fâcheux concours de circonstances va venir bouleverser sa vie et la contraindre à épouser son ennemi naturel, un chasseur de sorcières nommé Raid. Prise au piège dans la tour des chasseurs qu'elle n'a pas le droit de quitter et forcée à cohabiter avec son mari dans une minuscule chambre, arrivera-t-elle à garder sa nature secrète ? Serpent and Dove m'a captivée du début à la fin, que ce soit en raison de l'univers sombre et captivant, de l'antagonisme entre les sorcières et les chasseurs qui viendra compliquer une histoire d'amour naissante, ou du travail réalisé sur la construction des personnages principaux et secondaires qui se révèlent pour la plupart attachants. Entre magie, secret, amitié, haine et amour, voici un roman de fantaisie rythmé et immersif que vous aurez bien du mal à lâcher. Jamais plus je ne traiterai une personne de sorcière. Telle est la promesse que je me suis donnée suite à ma lecture bouleversante de l'essai de Mona Chollet. Attention, ce livre n'est pas, comme je l'ai cru, niaisement, un livre sur les sorcières à proprement parler. Non, il s'agit d'une étude sur les sorcières modernes qui sont chassées, bousculées, mises à mal, réduites à néant, et j'en passe. Dans cet essai sociologique nommé Sorcières, Mona Chollet s'exprime d'une écriture fluide sur la condition des sorcières. La sorcière d'antan ne se trouve pas bloquée au Moyen-Âge. Elle fut persécutée par les catholiques, les protestants
et bien d'autres. Cet essai est divisé en 4 parties. Tout d'abord, la femme qui a des velléités d'indépendance, les célibataires et les veuves principalement. Puis, dans la seconde partie, Mona Chollet aborde la question des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui font le choix de la stérilité. La troisième partie nous montre toute la haine et le dégoût qu'inspirent les vieilles femmes, les ménopausées. Enfin, toutes celles qui sont sur le déclin, finalement. Enfin, il sera question de la médecine face aux femmes, de l'appropriation du corps et de celle-ci par les médecins, et la misogynie des docteurs face aux infirmières, aux sages-femmes, etc. La partie sur l'accouchement est un véritable bijou. Ainsi, Mona Chollet règle ses comptes à toutes ces persécutions qui, encore de nos jours, fragilisent la femme. Les femmes, mais également les petites filles, femmes en devenir. En refermant ce livre, je me suis interrogée. Mais quand donc finira cette effrayante chasse aux sorcières qui nous fait reculer plutôt qu'avancer ? Mystère. Oui, un questionnement qui fait froid dans le dos et pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs. Merci Léa. Maintenant, moment un peu spécial puisque j'ai décidé avec notre Florian préféré de présenter également une chronique en duo où nous vous parlerons de quelques anecdotes autour de l'horreur en littérature ou au cinéma. Plus précisément, nous allons ici vous parler du célèbre auteur américain Stephen King. Eh bien Florian, tu veux commencer ? Mais avec plaisir, Romain. En effet, quoi de mieux lorsqu'on veut évoquer des anecdotes littéraires horrifiques que de mentionner l'un des maîtres du genre, Stephen King. Pour ma part, je vais plutôt parler du cinéma parce que c'est ce que je préfère. Et il y a des tas de choses à dire. Par exemple, Stephen King, un peu comme Stan Lee dans les films Marvel, il a fait des caméos dans les adaptations de ses œuvres. Par exemple, dans le film Cimetière, il incarne un pasteur. Dans ça, il incarne un vendeur de vélo. Et niveau anecdotes sur les films, il y en a encore quelques-unes. Par exemple, ce célèbre auteur, il ne les a pas toujours appréciés. Stephen King, il avait dit par exemple pour Shining qu'en tant que spectateur, il l'a adoré, mais qu'en tant que romancier, il ne l'a pas beaucoup apprécié. En revanche, il a beaucoup apprécié d'autres films, notamment ceux réalisés par Frank Darabont, un cinéaste qui est spécialisé dans les adaptations des œuvres de ce romancier. Par exemple, on a La Ligne Verte, The Mist ou Les Évadés. Et pour finir cette partie, j'aimerais me concentrer directement sur le récit en évoquant l'hôtel Overlook. Antagoniste à part entière du roman The Shining, ce dernier ne provient pas uniquement de l'imagination de l'écrivain et est inspiré par un véritable hôtel, le Stanley Hotel, lieu réputé hanté dans lequel Stephen King a séjourné dans la chambre 217. Cette chambre a donné le numéro de 217 à la célèbre chambre équivalente du roman. Cependant, dans l'adaptation cinématographique, Kubrick a choisi de remplacer la chambre 217 par 237. Le choix de donner un numéro d'une chambre qui n'existe pas réellement a été fait de peur que les gens évitent d'y loger. Mais enfin, j'ai beaucoup trop parlé. Je laisse mon compère Romain prendre la main. Merci mon Florian Nounet. Aujourd'hui, pour accompagner ce thème de l'horreur, j'ai décidé de parler de la réalité, qui est parfois suffisamment épouvantable pour qu'on n'ait pas besoin de rajouter de fiction. Mais puisque tu parlais du maître de l'horreur, mon brave Florian, j'ai ici une anecdote qui pourrait expliquer ses inspirations macabres. Il faut savoir que Stephen King, comme on le dit à l'anglaise, a été victime petit d'un traumatisme lorsqu'il avait 4 ans. Un traumatisme qui lui entra ensuite toute sa vie, dans de nombreux cauchemars. Alors qu'il jouait avec un groupe d'enfants de son âge, un de ses camarades tombe sur des rails et se fait écraser par un train sous ses yeux. En résulte, comme je le disais, de nombreux cauchemars récurrents, dont un particulièrement violent, où ce dernier pouvait admirer un pendu dans sa chambre. Il mettra d'ailleurs ce rêve en scène dans Salem Slot. Mais il n'y a pas que lui qui est célèbre pour ses écrits d'horreur. On peut également citer Edgar Allan Poe et Howard Phillips Lovecraft, qui sont tous deux morts dans d'étranges circonstances. Le premier sombre dans l'alcoolisme après le décès de sa femme, cette dernière décédant d'une hémorragie cérébrale fulgurante alors qu'elle chantait durant un repas de famille. Edgar Allan Poe vit alors ses dernières années tel un vagabond, puis après une soirée bien arrosée, il disparaît de la vue de ses proches pendant 4 jours, avant de réapparaître inconscient dans un état catastrophique, avec des habits différents de ceux qu'il portait la dernière fois qu'on l'avait aperçu. Il mourra quelques heures plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures à l'âge de 40 ans. Le second auteur dont nous parlions, Lovecraft, succombe d'un cancer de l'intestin à l'âge de 46 ans. Mais la particularité de celle-ci est qu'il aurait passé ses 10 derniers jours à souffrir de sa phase terminale dans un silence total.
Alors qu'autour de lui, les patients hurlaient de douleur, lui n'aurait pas prononcé un seul mot, ni hurlé une seule fois avant de mourir dans la nuit du 15 mars 1937. De quoi glacer le sang, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Florian? J'en suis tout chamboulé. Et voilà, on espère que vous avez apprécié nos anecdotes, que vous ne les connaissiez pas avant aujourd'hui. Comme ça, vous vous coucherez moins bête. Et je crois que c'est malheureusement ainsi que nous allons pouvoir conclure cette émission. Nous espérons que vous avez frissonné, pleuré, hurlé, mais avant tout, nous espérons que vous avez eu ce que vous recherchiez à travers ce podcast. N'hésitez pas à nous signaler dans les commentaires les possibles remarques que vous auriez à nous faire. N'hésitez pas à partager, vous abonner ou encore liker la vidéo. En attendant, je vous dis à la prochaine sur la radio de Maître Corvus.